Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette 10e séance, nous allons aborder l'analyse stratégique interne de l'entreprise. Rappelez-vous, nous avons déjà vu tout au long du deuxième chapitre les différents outils de diagnostic externe en faisant appel aux différentes conceptions qui nous ont fourni des matrices d'analyse stratégique. Notamment, nous avons vu des modèles du PESTEL, des 5 forces Michael Porter et les matrices d'analyse de portefeuille d'activité et qui nous ont permis d'analyser l'environnement externe de l'entreprise. Aujourd'hui, nous allons donc analyser ensemble les ressources et les compétences de l'entreprise de manière à identifier quelles sont les sources d'avantages concurrentiels en interne. C'est ce qu'on appelle donc le diagnostic stratégique interne. L'analyse interne complète le processus d'analyse de l'environnement et doit permettre à l'entreprise, au manager en particulier, de mettre en évidence les forces et les faiblesses de l'organisation. L'analyse stratégique interne doit faire ressortir les compétences distinctives, mais également les handicaps structurels. Elle peut être également déployée en entreprise de manière à analyser en profondeur les fonctions de l'entreprise, sa structure organisationnelle et donc les processus clés ou les composants de ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Donc quand on fait appel aux outils d'analyse interne de l'entreprise, l'objectif est d'identifier quelles sont les ressources et les compétences qui distinguent l'entreprise par rapport à la concurrence, mais également quels sont les freins ou les obstacles qui peuvent empêcher son fonctionnement ou l'atteinte de ses objectifs. D'où l'importance de l'analyse interne qui complète bien entendu l'analyse externe. Premièrement, donc, on va analyser la capacité stratégique de l'entreprise. Donc la capacité de la stratégie ou la capacité stratégique peut être définie comme la combinaison de ressources et de compétences dont l'entreprise a besoin pour exister à court terme dans son secteur et pour prospérer à long terme. Cette logique stratégique repose sur une analyse détaillée des ressources et des compétences que l'entreprise détient. Donc, l'objectif du diagnostic stratégique interne est d'identifier ce qu'on appelle la capacité stratégique de l'entreprise, qui renvoie à la combinaison des ressources et des compétences. Quand on parle ressources, on fait allusion aux différents actifs détenus par l'entreprise. C'est ce que possède l'entreprise. Ça peut être des ressources financières, techniques, humaines, logistiques, etc. Et les compétences, c'est la capacité de l'entreprise à utiliser les ressources pour répondre à ses objectifs. Et donc, c'est ce que fait l'entreprise de ses ressources. D'où l'importance du diagnostic interne. Parce que ces deux composantes, à la fois les ressources et les compétences, constituent ou expliquent éventuellement l'avantage concurrentiel que l'entreprise peut avoir et qui va la distinguer par rapport à ses concurrents. L'origine de cette conception se justifie par les théories évolutionnistes des organisations qui considèrent aujourd'hui le processus organisationnel de l'entreprise comme un ensemble de routines ancrées dans la mémoire de l'entreprise. Donc là, cette réflexion se base sur l'idée que les processus organisationnels constituent un ensemble de routines enracinées dans la mémoire de l'entreprise. Donc, plusieurs auteurs ont été à l'origine au développement de cette théorie, comme par exemple Grant, Nelson et Winter, qui considèrent que ces routines sont une forme de mise en œuvre quasi automatique des processus dans l'entreprise, ce qui les rend aux yeux des concurrents difficiles à reproduire. D'où l'importance d'identifier les ressources, les compétences distinctives, c'est-à-dire qui sont propres à l'entreprise et qui permettent de la distinguer par rapport aux concurrents. C'est pour cela que ces routines sont relativement difficiles à reproduire par les concurrents.
Et c'est ce qui donne, bien entendu, l'avantage à l'entreprise par rapport à ses concurrents. Cette approche fondée sur les ressources s'inspire également des travaux fondateurs d'Edith Penrose dans les années 60, qui considère l'entreprise plutôt que l'industrie comme le niveau pertinent d'analyse pour expliquer la performance. Ce type d'approche se centre presque exclusivement sur les ressources de l'entreprise, même si plus récemment, des arguments de complémentarité des ressources et des compétences entre entreprises ont encouragé des initiatives stratégiques comme la collaboration entre les entreprises, la coopération, l'alliance stratégique ou encore la création de réseaux interorganisationnels qui constituent donc des initiatives stratégiques et qui permettent aux entreprises de consolider, de mutualiser les ressources pour pouvoir se développer ensemble. Dans leur ouvrage Conquête du futur, les pères fondateurs de l'approche par les compétences, Hamel et Prahalad, utilisent la métaphore de l'arbre pour représenter l'entreprise. Donc, selon ces deux auteurs, l'entreprise est vue comme un arbre dont les feuilles, les fleurs et les fruits incarnent les produits vendus aux clients finaux. Les plus petites branches désignent les domaines d'activité stratégiques. Le tronc et les branches principales constituent les produits de base de l'entreprise. Les racines de l'arbre, qui sont indispensables à son alimentation et à sa stabilité, expriment les compétences de base qui représentent un apprentissage collectif. Les compétences de base sont indispensables pour la survie et la pérennité de l'entreprise. Elles représentent donc un apprentissage collectif de la manière de coordonner différentes compétences de production et d'intégrer de multiples courants technologiques. C'est vraiment le minimum que l'entreprise doit avoir pour pouvoir, bien entendu, maintenir sa position sur le marché. Et généralement, ce sont des compétences qui ne sont pas distinctives, mais c'est le minimum requis pour pouvoir exercer convenablement donc, les activités en question. Donc, comme vous voyez, effectivement, selon les deux auteurs, Hamel et Prahalad, qui sont les pères fondateurs de l'approche par la compétence, ils considèrent dans leur ouvrage Conquête du futur l'entreprise comme un arbre. Donc, comme vous voyez, les fleurs, les fruits représentent les produits finaux qui sont destinés aux clients. Les petites branches représentent les domaines d'activité stratégique. Le tronc et les branches principales représentent les produits de base et les racines qui sont indispensables renvoient aux compétences de base que l'entreprise doit avoir pour pouvoir opérer sur un marché ou dans un secteur donné. Deuxième élément, c'est la notion de portefeuille de ressources et de compétences. L'objectif ici, c'est de considérer l'entreprise non pas comme un portefeuille de produits ou de marchés, mais bien comme un portefeuille de ressources et de compétences. Donc, la performance de l'entreprise sera identifiée ou analysée non pas à travers les produits ou les marchés sur lesquels elle opère et évolue, mais à travers, bien entendu, ses ressources et ses compétences distinctives. Et donc, il convient ici de définir ce que nous entendons par ressources et compétences, puisque l'entreprise est présentée dans cette approche non plus comme un portefeuille de produits ou de marchés, mais bien comme un portefeuille de ressources et de compétences. L'avantage concurrentiel de l'entreprise consistera donc en sa capacité à exploiter ses ressources et compétences mieux que ne le font ses concurrents. Et c'est à travers cela qu'on peut analyser donc un avantage concurrentiel ou bien entendu une ressource ou compétence distinctive, c'est en comparant avec ses concurrents. Les ressources peuvent être définies comme des actifs détenus de façon permanente par l'entreprise et capables de développer des stratégies susceptibles d'améliorer sa performance. Donc là, quand on parle ressources, on fait allusion à ce que possède l'entreprise.
Et là, donc, on introduit le concept d'actifs. C'est l'ensemble des actifs détenus par l'entreprise. Il peut être des actifs matériaux comme des actifs immatériaux. Donc, on peut classer les ressources de l'entreprise en deux catégories. Les ressources tangibles, qui renvoient aux actifs matériaux, les actifs physiques, les actifs financiers, les ressources matérielles, qui comprennent principalement les ressources physiques, les terrains, les bâtiments, les machines, les stocks. C'est ce que vous avez étudié en comptabilité à travers le bilan. C'est le patrimoine de l'entreprise, ce qu'on possède en termes de biens et de droits, ou encore financières comme la capacité d'autofinancement, la capacité d'endettement, les cash flows générés par l'activité, le BE, etc. Et il y a des ressources intangibles, immatérielles, qui englobent à la fois les ressources technologiques, le savoir-faire, les marques, les brevets, les ressources commerciales comme la réputation, la notoriété, les relations avec la clientèle, des ressources humaines comme la dynamique d'équipe, les flexibilités, la capacité d'échanger des informations, etc. Donc, tout ce qui relève de la gestion du capital humain. Et encore des ressources organisationnelles comme les systèmes d'information, les bases de données, les normes ISO, etc. Les ressources tangibles sont souvent facilement imitables et procurent par conséquent rarement un avantage durable. Donc, généralement, les ressources matérielles, tangibles, sont facilement imitables, c'est-à-dire qu'on peut les reproduire facilement sur un marché ou sur un secteur. Et par conséquent, ils ne donnent pas d'avantage concurrentiel par rapport aux concurrents. Alors que les ressources intangibles sont distinctives et plus spécifiques. Donc, les ressources immatérielles sont distinctives et spécifiques. Donc, ils permettent à l'entreprise de se distinguer par rapport à la concurrence et ils sont propres à chaque entreprise. Elles constituent ce qu'on appelle aujourd'hui le capital immatériel de l'entreprise et elles sont la plupart du temps source d'avantages concurrentiels et ils sont du reste protégés par des droits. Comme par exemple ici pour l'entreprise Coca-Cola qui protège fermement sa marque contre la contrefaçon. Celle-ci est valorisée à 77,8 milliards de dollars selon Interbank. Donc, généralement, les ressources immatérielles ou intangibles confèrent à l'entreprise un avantage concurrentiel puisqu'ils sont spécifiques, ils sont propres à l'entreprise et ils sont en même temps distinctifs parce qu'ils permettent de distinguer l'entreprise par rapport à ses concurrents. Donc là, vous voyez ici sur le schéma, on représente toujours les ressources par les actifs que l'entreprise détient d'une manière permanente, ce qu'elle possède en termes de biens et de droits, et les compétences renvoient à l'ensemble des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être qui permettent à l'entreprise de mieux utiliser ces ressources pour pouvoir créer de la valeur et avoir donc un avantage distinctif par rapport aux concurrents. Troisième donc point, c'est l'identification des ressources et des compétences. Si les ressources constituent ce que l'entreprise possède, les compétences associées des savoirs et des savoir-faire de l'entreprise. Elles représentent les activités qui permettent de combiner ces différentes ressources. C'est en d'autres termes ce qu'elle accomplit avec ces ressources. Les compétences donc impliquent de surcroît l'idée d'un apprentissage en conjuguant plusieurs ressources. Donc, je récapitule. Les ressources représentent des actifs permanents que l'entreprise utilise. On distingue les ressources tangibles par rapport aux ressources intangibles, matérielles, immatérielles. On vous a dit que les ressources tangibles, matérielles, sont facilement imitables et ils ne procurent pas d'un avantage concurrentiel durable. Alors que les ressources intangibles immatérielles sont distinctives et spécifiques puisqu'ils accordent à l'entreprise un avantage sur ses concurrents. Si donc les ressources constituent ce que possède l'entreprise, les compétences associent donc les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être que l'entreprise détient pour pouvoir
utiliser efficacement ces ressources et créer donc de la valeur. Donc, elles représentent les activités qui permettent de combiner ces différentes ressources. Les compétences impliquent l'idée d'un apprentissage en conjuguant plusieurs ressources. Dans cette approche d'identification des ressources et des compétences de l'entreprise, l'exercice délicat pour le manager consiste dans un premier temps à identifier les ressources et les compétences de son entreprise pour pouvoir ensuite en distinguer d'une part les ressources uniques et d'autre part les compétences distinctives, également appelées compétences fondamentales ou compétences cœur. Donc, il y a d'abord les ressources uniques, les ressources propres à l'entreprise, spécifiques à l'entreprise, mais également les compétences distinctives, ce qu'on appelle les compétences cœur ou les compétences fondamentales qui permettent à l'entreprise de se distinguer par rapport à la concurrence. Au sein du portefeuille de ressources et de compétences, il convient tout d'abord d'identifier les ressources et les compétences qualifiées de seuil, c'est-à-dire celles qui sont indispensables pour exister, voire survivre dans un secteur sans être distinctives. En d'autres termes, les compétences qualifiées de seuil, celles que toutes les entreprises du secteur doivent au minimum posséder. Donc, c'est les compétences minimales que toute entreprise qui souhaite intégrer ou intervenir sur le secteur doit posséder pour pouvoir survivre et exister. Les ressources uniques et les compétences distinctives de l'entreprise permettent à construire ce qu'on appelle l'avantage concurrentiel durable. Ainsi, donc un avantage concurrentiel centré sur les ressources peut provenir non seulement de son excellence dans une compétence donnée, mais surtout de la combinaison originale de plusieurs de ces compétences. Cette combinaison est appelée capacité stratégique de l'entreprise et qui donne donc l'avantage concurrentiel. Un avantage concurrentiel durable, mais sous certaines conditions. Margaret Petaraf propose 4 conditions de marché nécessaires à l'obtention d'un avantage concurrentiel durable. La première condition, c'est quand les entreprises concurrentes ne disposent pas des mêmes facteurs pour réaliser leur activité. Ils sont alors capables de valoriser des facteurs de production supérieurs. C'est ce que nous nommons rente ricardienne, ou position de marché avantageuse. Ce sont soit des monopoles locaux, soit des stratégies de différenciation liées à ce qu'on appelle des rentes monopolistiques. Donc la première condition, c'est lorsque, bien entendu, les entreprises concurrentes ne disposent pas des mêmes facteurs pour réaliser leur activité. Ils sont alors capables de valoriser ces facteurs. Deuxième condition, c'est lorsque des mécanismes isolants empêchent les concurrents de reproduire la stratégie gagnante ou d'en éliminer les gains. Donc là, quand il y a la difficulté de reproduire la stratégie gagnante ou éliminer les gains par les concurrents. Ces mécanismes s'appellent les limites ex post. Donc, lorsque les mécanismes isolants qui sont présents sur le secteur et qui empêchent la concurrence de reproduire la même stratégie. Donc là, on parle de la présence des limites ex post. Quand les facteurs de production ne peuvent pas toujours s'acheter ou se vendre sur un marché, on dit alors que la mobilité des facteurs est imparfaite. Et en dernier lieu, quand les configurations des ressources permettant d'établir un avantage concurrentiel ne pouvant pas être connues a priori, et là on parle des limites exemptées. Voilà donc pour récapituler les 4 conditions développées par la professeure discutée, donc Margaret Petaraf, qui nous a donc conçu 4 conditions nécessaires
pour obtenir un avantage concurrentiel durable. D'une part, lorsque les entreprises concurrentes ne disposent pas des mêmes facteurs, quand il y a des mécanismes isolants qui empêchent les concurrents de reproduire les mêmes stratégies, ce qu'on appelle les limites ex post, lorsque les facteurs de production ne peuvent pas être achetés ou se vendre sur un marché, donc la mobilité elle est imparfaite, et en dernier lieu, lorsque les configurations des ressources permettent d'établir un avantage concurrentiel, ne peuvent pas être connues. Et donc, il y a les limites exemptes. Et pour que l'entreprise puisse bénéficier d'un avantage concurrentiel, ces 4 conditions doivent être vérifiées simultanément. Donc, les 4 à la fois. Les conditions de l'avantage concurrentiel peuvent être définies sur la base des caractéristiques propres des ressources et des compétences de l'entreprise. La question que le manager devrait poser est la suivante. Quels sont les critères pertinents pour savoir si les ressources de l'entreprise sont uniques ou stratégiques et si les compétences de l'entreprise sont distinctives ou fondamentales, ce qu'on appelle les compétences cœur. Et finalement, est-ce qu'ils constituent de véritables sources d'avantages concurrentiels, d'où l'importance du diagnostic stratégique interne de manière à identifier les ressources uniques et les compétences distinctives qui confèrent à l'entreprise un avantage par rapport à ses concurrents, ce qu'on appelle l'avantage sur ses concurrents. Donc, pour analyser les ressources d'une entreprise, on utilise le modèle VRIN, développé par la suite. Aujourd'hui, on parle de modèle VRIO. C'est le même modèle qui a été développé par Barney. L'acronyme VRIN signale que les ressources et les compétences ne sont source d'avantages concurrentiels que si et seulement si elles sont VRIN, c'est-à-dire elles ont de la valeur perçue par les clients, elles sont rares, donc détenues par un nombre limité d'entreprises, ils sont difficiles à imiter par les concurrents et ils sont non substituables, c'est-à-dire qu'il n'existe aucune autre ressource ou compétence capable de les remplacer. Actuellement, Barney a modifié ce modèle, VRIN, vous allez trouver dans les ouvrages récents, on parle d'un modèle VRIO, la même chose, c'est-à-dire qu'elles ont de la valeur perçue par les clients, qu'elles sont rares, donc détenues par un nombre limité d'entreprises, elles sont difficiles à imiter par les concurrents, et le O, c'est-à-dire que les ressources et les compétences sont organisables, c'est-à-dire que l'entreprise peut les mettre en pratique dans le cadre de sa structure organisationnelle. Et donc, VRIN ou VRIO, c'est la même conception. La différence, c'est par rapport à l'extension de ce modèle en intégrant la dimension organisationnelle. Deuxième modèle, c'est le modèle de Michael Porter relatif à la chaîne de valeur. Donc, la chaîne de valeur est un outil d'analyse stratégique interne qui est mis au point par Michael Porter. Celle-ci a pour rôle de repérer de manière systématique les activités qui permettent à une entreprise de créer de la valeur pour son client. Donc, Michael Porter nous a fourni un modèle, un schéma, appelé chaîne de valeur, qui représente l'ensemble des activités créatrices de valeur ou génératrices de coûts. Et l'objectif de ce modèle, selon Michael Porter, est d'identifier les activités principales qui créent de la valeur à l'entreprise et qu'elle doit maintenir, et les activités génératrices de coûts qu'il convient par la suite d'externaliser parce que l'entreprise détruit de la valeur en réalisant l'activité en question. Et donc, pour un souci d'efficacité, Michael Porter recommande aux entreprises d'externaliser ces activités quand elles sont génératrices de coûts et de se concentrer sur les activités qui créent de la valeur pour l'entreprise. Donc, ce schéma ou cette chaîne de valeur est souvent représentée par une flèche indiquant les activités nécessaires à chaque étape de la réalisation d'un produit ou d'un service. Le diagramme de la chaîne de valeur propose une décomposition de l'entreprise en 9 catégories d'activités liées les unes aux autres pour former une chaîne de valeur type. Donc, cette chaîne de valeur ou cette flèche ou ce schéma
comprend 5 activités principales, ce qu'on appelle les fonctions primaires, à savoir la logistique interne, la production, la logistique externe, la commercialisation et la vente et les services. Et elle compte 4 activités de soutien, ce qu'on appelle donc les fonctions support, notamment les approvisionnements, les développements technologiques, y compris la recherche et développement, la gestion des ressources humaines et l'infrastructure de la firme. Voilà, schématiquement, comme vous voyez sur l'écran, il s'agit d'une flèche, d'un schéma qui décompose l'entreprise selon donc les activités qu'elle réalise. Michael Porter distingue dès lors les activités principales, la logistique interne en amont, donc la production, la logistique externe en aval, donc c'est la distribution, la commercialisation et la vente et les services. Et il y a donc les activités de soutien qui sont les approvisionnements, le développement technologique, y compris la recherche et développement, la gestion des ressources humaines et l'infrastructure de l'entreprise. À la fin du processus de création d'un produit ou d'un service, il est important de s'assurer que l'entreprise génère une marge, représentée ici à la pointe du diagramme, comme vous voyez sur l'écran. Et donc, l'objectif est d'identifier quelles sont les activités créatrices de valeur ou les activités génératrices de coûts. Elle comprend généralement plusieurs activités, distinguées entre les activités principales et les activités de soutien. Elle correspond donc à la valeur ajoutée aux yeux de ses clients, c'est-à-dire l'écart entre ce que chaque activité coûte et le prix que le client est prêt à payer. Passons en revue de façon plus détaillée chacune des activités comprises dans le diagramme. Commençons donc par les activités principales, notamment l'activité logistique interne. Cette activité inclut la gestion des matières premières et des autres marchandises réceptionnées par l'entreprise en provenance des fournisseurs externes. Ces matières sont stockées jusqu'à leur utilisation en phase de production ou d'assemblage. Grâce à cela, les moyens de production sont alors disponibles au sein de l'entreprise. Cela requiert évidemment de la manutention, un certain contrôle de stock, une gestion des relations avec les fournisseurs. C'est ce qu'on appelle donc la logistique en amont et qui consiste à gérer les achats et les stocks relatifs aux matières premières et autres marchandises réceptionnées. Deuxième activité principale, c'est l'activité de production qui concerne l'étape de fabrication et d'assemblage des biens en vue de former des produits finis. Troisième activité principale, c'est la logistique en aval, ce qu'on appelle la logistique externe, qui repose essentiellement sur l'envoi des produits vers les grossistes ou les distributeurs, voire directement vers les consommateurs en fonction des circuits de distribution adoptés par l'entreprise. Donc là, quand on parle logistique externe, on fait allusion principalement au circuit de distribution. Cinquième activité principale, c'est l'activité de commercialisation et vente qui désigne la phase de préparation d'une offre en mesure de satisfaire les besoins de ses clients cibles. En d'autres termes, il s'agit des activités associées à la fourniture de tous les moyens mis en place pour inciter la clientèle à consommer un produit ou un service, la publicité, la promotion, la gestion des forces de vente, la fixation des prix, l'analyse des canaux de distribution, etc. Donc, c'est la fonction commerciale, marketing et vente. Et en dernier lieu, l'activité service, qui constitue quant à elle une composante des activités principales. Elle conclut les activités principales. Il s'agit de tous les services qui visent à accroître ou à maintenir la valeur perçue du produit par le client. Installation, service après-vente, formation ou autres. Passons maintenant aux activités de soutien, notamment
l'activité approvisionnement qui reprend les actions nécessaires à l'achat des moyens de production tels que matières premières, marchandises, fournitures diverses. Cette fonction a pour mission d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour tous les achats. Deuxième activité de soutien, ce qu'on appelle le développement technologique, y compris la recherche et développement. C'est une étape cruciale en ce sens que les technologies peuvent souvent constituer une source d'avantages concurrentiels. Cela englobe les systèmes d'information, la recherche et développement, la gestion des connaissances, qu'on appelle le knowledge management au sein de l'entreprise, la gestion des relations avec le client à travers l'utilisation d'un CRM, Customer Relationship Management, c'est la gestion de la relation client. Troisième activité de soutien, c'est la gestion des ressources humaines, qui comprend tout ce qui a trait au capital humain et porte sur des aspects aussi vitaux que le recrutement, l'embauche, la formation, le développement personnel, la rémunération et la gestion de carrière. Et enfin, donc, l'activité infrastructure de la firme qui correspond à l'ensemble des activités administratives indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise et englobe un ensemble de procédures de planification ou de contrôle. On y retrouve, par exemple, la direction générale, la comptabilité, le service juridique, le service financier, le service relations publiques, le service de contrôle de qualité, etc. Et donc là, effectivement, selon la conception de Michael Porter, la chaîne de valeur représente un ensemble d'activités distinguées entre les activités de soutien et les activités principales. Donc, nous avons des fonctions primaires, la logistique interne, la production, la logistique externe, la commercialisation et vente et des services. Et nous avons donc les fonctions de soutien qui sont les approvisionnements, la gestion des ressources humaines, l'infrastructure de base, etc. Voilà, donc, en récapitulant, donc, selon Michael Porter, les compétences ou les ressources de l'entreprise peuvent être distinguées au regard aux activités qu'elle réalise. À cet effet, en distinguant l'activité principale par rapport aux activités de soutien, et l'ensemble des activités sont analysées par rapport à leur capacité à créer de la valeur, donc à générer une marge, la profitabilité, et en même temps distinguer les activités génératrices de coûts, de manière donc à étudier la profitabilité, bien entendu, de chaque activité. Concrètement, donc, le manager en entreprise peut bien entendu analyser chaque activité au regard à sa capacité à créer de la valeur ou générer des coûts en utilisant ce qu'on appelle le scoring. Donc, c'est une méthode d'analyse d'agrégation des données selon des échelles de mesure. Donc, comme vous voyez sur l'écran, on va donc mettre l'ensemble des variables, traduisant donc l'ensemble des activités, à la fois principales et de soutien. On va utiliser une graduation de 1 jusqu'à 5 en fonction de l'importance ou de la contribution, de degré de contribution de chaque activité à la création de valeur. Et à partir de là, on peut tracer un diagramme qui permet de classer les activités de manière à distinguer celles qui créent de la valeur et celles qui génèrent des coûts. Les activités créatrices de valeur sont à consolider, où l'entreprise va développer ou déployer suffisamment d'efforts pour pouvoir les maintenir et les utiliser pour créer de la valeur, de l'avantage par rapport à ses concurrents, et les activités génératrices de coûts que l'entreprise doit revoir, entre autres grâce à l'externalisation, la sous-traitance, pour qu'elle puisse se concentrer sur les activités principales génératrices de valeur créée. Enfin, donc, la détermination des ressources et des capacités pour construire un avantage compétitif peut être réalisée à l'aide
de 4 étapes fondamentales. La première étape consiste à identifier et classer les ressources, d'où l'importance du diagnostic interne. Donc, on a vu ensemble le modèle Vrine et Vrio, de manière à identifier les compétences et les ressources pour qu'elles soient, bien entendu, génératrices d'avantages concurrentiels. V renvoie à la valeur créée pour l'entreprise et le marché. R correspond à la rareté de la proposition. I, c'est la difficulté d'imiter les ressources ou les compétences. Et O renvoie à l'organisation, la performance de l'organisation en la matière. Ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle Vrio ou le modèle Vrine, qui permet d'identifier les ressources uniques et les compétences distinctives qui permettent à l'entreprise de générer, bien entendu, un avantage concurrentiel et qui définissent ce qu'on appelle donc la capacité stratégique de l'entreprise. En effet, donc, cette capacité stratégique est constituée des ressources et des compétences qu'elle met en œuvre pour assurer sa pérennité et son développement. Elle confère à l'entreprise des avantages concurrentiels sur le long terme. Les capacités sont générées de l'environnement interne, alors que, comme on a déjà vu, au niveau de l'environnement externe, on a parlé des facteurs clés de succès, rappelez-vous. Donc, les facteurs clés de succès qui sont identifiés grâce aux outils d'analyse externe qui tient compte de l'environnement. Donc, il s'agit des éléments à maîtriser pour s'imposer sur un marché face à la concurrence de manière à se distinguer sur ses concurrents. Donc, souvent, ces facteurs sont exogènes parce qu'ils sont externes. Ils émanent de l'environnement de l'entreprise. Et donc, voilà, effectivement, une fois on identifie les ressources et donc les compétences, rappelez-vous, on arrive à déterminer la capacité stratégique de l'entreprise grâce à la combinaison des ressources et des compétences. Une ressource est un actif tangible ou intangible. Tangible comme les moyens de production, l'implantation dans un pays, ou intangible comme la marque, le brevet, le fonds commercial, etc. Une compétence est un savoir-faire ou un ensemble de savoir-faire coordonnés sous la forme de processus, comme la commercialisation, la production, la gestion, qui exploitent ou tirent profit des ressources. Donc, la première étape consiste à identifier et à classer les ressources, de manière à identifier les ressources uniques et les compétences distinctives. Deuxième étape consiste à déterminer les capacités ou la capacité stratégique de l'entreprise qui constitue donc la combinaison des ressources et des compétences que l'entreprise va mettre en œuvre pour assurer sa pérennité et son développement. Et généralement, cette capacité génère ou confère à l'entreprise des avantages concurrentiels sur le long terme. Troisième étape, c'est l'identification du potentiel de création d'un avantage concurrentiel. Donc, les ressources, les compétences et les capacités n'auront de sens, n'auront d'intérêt que lorsqu'elles génèrent à l'entreprise un avantage concurrentiel. Et donc, pour cela, on a utilisé les deux modèles, Vrine ou Vrio, de manière à identifier les 4 dimensions à satisfaire. La valeur créée pour l'entreprise et le marché, les clients au sens de Michael Porter, la rareté des ressources ou des compétences, le risque ou l'incapacité des concurrents à imiter ces compétences, et enfin, donc, pour le Vrine non substituable, donc sur le marché on ne peut pas les substituer facilement, ou Vrio, c'est-à-dire que l'entreprise est capable de réaliser une performance de l'organisation en la matière. Et donc, à travers ces deux modèles, on arrive à identifier à quel degré les compétences et les ressources
confère à l'entreprise un avantage concurrentiel. Et à partir de là, donc, on peut sélectionner une stratégie en fonction des occasions externes, en capitalisant sur les ressources et les compétences distinctives de l'entreprise, qui sont vraiment spécifiques ou propres à l'entreprise. On peut aussi compléter cette analyse en utilisant le modèle de Michael Porter, qui nous a fourni, donc, rappelez-vous, la chaîne de valeur en décomposant l'entreprise selon un ensemble d'activités, les activités principales et les activités de soutien. Et dans les deux types d'activités, il s'agit d'identifier, grâce à des outils, comme vous voyez ici, grâce à des diagrammes, quel est le degré de création de valeur, de contribution de chaque activité à la création de valeur. Ou au contraire, comment l'activité peut générer des coûts. Et à partir de là, on va identifier quelles sont les activités génératrices ou créatrices de valeur et les activités génératrices de coûts, de manière à se positionner par rapport même à la stratégie à adopter. Donc, quand on a des activités créatrices de valeur, il faut l'intégrer. Donc, on est dans une stratégie d'intégration, donc ce qu'on appelle l'intégration au sens stratégique des activités dans le cadre de sa chaîne de valeur. Quand on a des activités génératrices de coûts, généralement Michael Porter recommande aux entreprises de sous-traiter ou de se débarrasser de ces activités de manière à externaliser ces activités pour se concentrer sur les activités principales. D'où donc l'importance du diagnostic stratégique interne qui permet d'identifier les ressources et les compétences. Parce qu'on s'aperçoit que la performance d'une entreprise ne dépend pas uniquement et exclusivement de sa relation avec son environnement, son secteur et son marché, mais également par rapport à ce qu'elle possède en termes de ressources, les actifs tangibles et intangibles, mais également en termes de compétences, l'ensemble des savoirs, des savoir-faire qui permettent de la distinguer par rapport à ses concurrents. Donc voilà, grosso modo, le contenu de cette séance. L'objectif est de compléter, bien entendu, ce que nous avons vu tout au long de ce chapitre par rapport au modèle d'analyse stratégique. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour entamer le troisième chapitre qui va être consacré aux différentes stratégies envisageables par l'entreprise de manière à vous fournir un cadre de compréhension de la typologie de stratégie et de leur déploiement dans une perspective de développement de l'entreprise. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la 11e séance. Merci et bon courage.